Bonjour à toutes et à tous. Alors, on est en direct sur le site et la page Facebook de Immédiat Politique. Et on est en train d'expérimenter avec un ami et un expert ce nouveau format. En effet, dans les émissions de Immédiat Politique, moi j'ai souhaité qu'il y ait quelque chose qui s'appellera le laboratoire, le lab, pour qu'on parle un peu innovation, créativité, qu'on soit un peu à la page dans les tendances de ce qui se passe. Et c'est vrai que parmi les demandes des élus, il y a quelque chose qui revient systématiquement, qui demeure complexe alors qu'on ne peut pas y échapper. Ce sont les fameux réseaux sociaux. Et donc, je me suis dit, quel est le meilleur expert pour répondre à ces questions? C'est évidemment Franck Confino. Alors, la plupart des élus qui nous regardent connaissent Franck, qui est un consultant expert en numérique pour le secteur public, mais qui est aussi le fondateur de l'Observatoire social média des territoires, qui intervient dans un certain nombre de structures, dont le Capcom, qui est par ailleurs un partenaire de Immédiat Politique. Franck a été plusieurs fois référencé comme le plus influent blogueur sur ce sujet. Enfin bref, voilà, il n'y avait que toi, Franck. Alors on va se tutoyer parce que je ne peux pas faire comme si on se vous voyait, alors que ça fait 15 ans qu'on se connaît et qu'on a régulièrement travaillé ensemble. Alors que normalement, je vous vois mes invités, mais là, c'est plus compliqué pour moi. Donc Franck, merci beaucoup d'être là, en direct. Voilà. Ma première question, j'allais dire, elle est assez simple et évidente. Et moi, je ne suis pas un spécialiste de ces sujets, donc je me mets vraiment à la place de mes élus qui parfois m'interrogent. Bon, réseaux sociaux, médias sociaux, Internet, révolution digitale et numérique, on parle de quoi? C'est quoi les fondamentaux qu'il faut avoir en tête quand on évoque ces fameux réseaux sociaux? Alors, en fait, je vais essayer de simplifier la réponse, parce qu'on pourrait y répondre en une journée entière. C'est déjà un phénomène de société. Alors pourquoi, je rebondis sur ta présentation, pourquoi est-ce qu'on me présente en expert, etc. C'est simplement parce que j'ai peut-être senti, j'étais un des premiers à sentir l'importance qu'ils allaient prendre à peu près au début de leur mise en place, c'est-à-dire vers 2005. C'est vers 2004, 2005, 2006 que se sont créés dans la foulée Facebook, YouTube, Dailymotion, tout un tas de réseaux qui sont nés à peu près au même moment. Et rappelons-nous, c'était juste après l'explosion de la bulle Internet, donc à un moment donné, personne ne croyait en Internet. Et finalement, le réseau social, c'est la capacité à connecter deux individus. Voilà. Deux individus vont être connectés dès lors qu'on est sur n'importe quelle plateforme, identifié en tant que soi-même, avec un login et un mot de passe. Ça, c'est un réseau social. Tous les médias sociaux sont des réseaux sociaux. Et tous les réseaux sociaux ne sont pas forcément des médias sociaux, c'est-à-dire que sur certains de ces réseaux sociaux, comme Facebook, Twitter, YouTube, etc., on va pouvoir publier des médias et donc être sur sa propre chaîne, être soi-même son propre rédacteur en chef de son propre média. Voilà. Et aujourd'hui, on a 35 millions de Français connectés sur Facebook. Il y a 35 millions de médias Facebook qui se croisent tous les jours, alors dans des croisements plus ou moins heureux, parfois dans des croisements aussi chacun dans leur bulle avec le phénomène de l'algorithme. Il y a tout un phénomène à décrypter, mais en tout cas, voilà, on est aujourd'hui passé d'un stade expérimental. Alors évidemment, quand j'en parlais en 2005, c'était un stade expérimental pour le secteur public. Certains y allaient, d'autres qui n'y allaient pas. On avait le choix d'ailleurs de ne pas y aller. Et évidemment, mon discours, j'ai envie de dire, s'est radicalisé en 2020. Aujourd'hui, pour un élu, ne pas comprendre au moins ce qui se passe. Ouais. C'est impossible. Et c'est impossible. Et alors, il y a certains qui ont ça dans le sang. Alors, ce n'est pas une question de génération, attention. J'en connais qui ont un certain âge et qui sont très bons sur les réseaux sociaux. On en connaissait un, M. Roger Ray, le maire du Jura. Qu'on salue, Roger, si tu nous regardes certainement, oui, d'ailleurs, en plus. Voilà, le plus suivi sur Twitter, le plus actif, etc. Enfin, voilà, qui avait un certain âge. Donc, ce n'est pas une question de génération, c'est une question d'appétence et j'ai envie de dire d'empathie aussi pour l'écoute des autres, parce que c'est un média où on va parler, mais on va devoir aussi beaucoup écouter. Oui, c'est... Voilà, donc c'est aujourd'hui effectivement un phénomène de société. Passer à côté, ce serait grave, parce que c'est passer à côté de là où les gens sont, finalement. Donc si je résume, oui. Si je résume, Immédiat Politique, c'est un média social alors? Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est un enjeu incontournable aujourd'hui, qu'on le veuille ou non. Il faut au moins comprendre ce qui se passe, ce qui ne veut pas dire forcément qu'il faut y aller, mais il faut au moins comprendre par quel bout ça se mange. Et quelque part, est-ce que tu ne crois pas que, parce qu'on a tous traversé cette fameuse crise sanitaire qui dure peut-être encore, on ne va pas parler forcément de la crise en elle-même, mais ça a eu quand même un impact, et on l'a vu,
dans nos manières de travailler, sur le télétravail, sur la manière dont on fait des conférences à distance. Tu vois, on ne se parlerait pas de la même manière s'il n'y avait pas eu tout ça. Est-ce que ça a fait exploser ou peut-être même les gens ont pris vraiment conscience qu'on ne pouvait plus passer à côté et qu'aujourd'hui, il fallait vraiment qu'on fasse avec? C'est ça un peu l'idée? En fait, ça a été un accélérateur de transformation numérique, mais ça n'a rien inventé. Ça a mis en place, ça a permis d'institutionnaliser, parce qu'à un moment donné, on n'avait pas le choix, des pratiques qui existaient. Alors attention, justement, quand tu parles de télétravail, moi je distingue vraiment la période de confinement où tout le monde a été en télétravail plus ou moins forcé dans des conditions compliquées avec les gamins à la maison, pas forcément justement l'organisation qui va avec, et le télétravail lorsqu'il est normalisé au sein d'une institution ou d'une entreprise, qui est quelque chose effectivement de cadré. On n'est pas toute la semaine en télétravail, on y est de temps en temps, on a les outils adaptés et on n'a pas eu, comme certains ont eu à faire hélas en mairie, à partir chercher leur ordinateur sous le bras pour le ramener à la maison parce qu'en panique, les équipements n'étaient pas là. Donc effectivement, tout ce que ça a mis en exergue, cette crise, c'est qu'il y avait ceux qui étaient préparés à ça et qui ont finalement très bien pu gérer cette période, et ceux qui l'ont fait dans la précipitation, dans la marche forcée, ou ceux qui étaient absolument bloqués contre le télétravail. J'ai rencontré un DRH en décembre dernier, il se reconnaîtra, qui m'a dit « Monsieur, je suis contre le télétravail, donc point ». Il y avait une fin de non-recevoir. Donc aujourd'hui, je pense que l'idée, ce n'est pas de savoir si on est pour ou contre, mais de savoir comment on s'organise si demain, de toute façon, on est obligé. Et puis aussi, effectivement, comment est-ce qu'on s'organise face à un phénomène qui aujourd'hui est rentré dans les pratiques, parce qu'on se rend compte que lorsque c'est bien cadré, le télétravail peut être très performant. Voilà. Alors, c'est vrai que c'est un sujet un peu à part, mais donc, pour nos élus, si je reviens à nos territoires, nos élus, il y a les questions de l'accès, peut-être aux données, de la capacité, de la fibre, en fait, comment on fait pour avoir accès à tout ça. Mais plus globalement, si on reste un peu sur l'enjeu des réseaux sociaux, et à travers notamment l'Observatoire Social Media, d'ailleurs, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots quelle était l'idée de l'Observatoire? Et du coup, qu'est-ce qu'on constate comme tendance aujourd'hui, à la fois pour les collectivités et j'allais dire pour les individus, parce que je crois qu'il faut aussi parfois séparer peut-être la stratégie Internet ou la présence de la collectivité sur les réseaux et parfois la présence de l'élu en tant que tel. Est-ce que c'est deux choses différentes? Ça, c'est aussi une question qui revient sans cesse. Mais l'Observatoire, qu'est-ce que tu vois aujourd'hui? Quelle était ton idée avec cet observatoire? L'Observatoire, d'ailleurs, c'est un outil en construction. C'est, pour employer un grand mot, un think tank. On est plusieurs à réfléchir, une cinquantaine de territoriaux, tous dans le métier du numérique, plus ou moins, alors du DGS au community manager, en passant par le directeur de la communication, en passant par des personnes dans d'autres services. On essaye de réfléchir ensemble. On est parti d'un constat, c'est qu'en France, on n'était pas très bon sur le secteur public dans les réseaux sociaux. Et qu'on avait intérêt à faire de l'intelligence collective. Hein, c'est un grand mot, mais finalement à réfléchir ensemble, et à l'idée que si on réfléchit ensemble, on sera toujours plus intelligent que le plus intelligent d'entre nous. À partager des méthodes et à faire des études pour savoir où on en est. Il n'y avait pas de recensement de présence des collectivités sur les réseaux sociaux. On en a fait une. On est capable de dire aujourd'hui combien de territoires sur les 36 000 collectivités locales sont présents ou pas sur tel ou tel réseau social. Est-ce qu'ils ont un site internet? Comment est-ce qu'ils fonctionnent? Et donc, comme son nom l'indique, on les observe. Alors, on distingue, nous, vraiment la collectivité locale de l'élu, et d'ailleurs dans le mot territoire, on entend plusieurs entités. Alors on a commencé par les collectivités parce que le travail n'avait jamais été fait, et demain justement on va rentrer les élus qui sont une autre entité, les offices de tourisme qui sont une autre entité, les éléments parapublics, les universités, les SDIS, les gendarmeries. Enfin, on va essayer de faire toutes les entités publiques qui composent un territoire. Mais comme il fallait commencer par quelque chose, et puis qu'on le développe, hein, j'ai envie de dire, ça c'est mon activité annexe, hein, c'est presque mon activité bénévole dans le métier, on le développe comme on peut, avec les moyens qu'on a, mais en tout cas avec une ferme intention d'essayer de faire bouger un peu les choses, et puis de produire des études. Donc on en a fait une première sur les écosystèmes il y a 2 ans, savoir où étaient déployées les collectivités locales. On en a fait une l'année dernière sur Instagram, parce qu'Instagram, mine de rien, on parle de réseaux sociaux, c'est le réseau social qui monte, c'est là où les gens sont, c'est voilà. C'est la nouvelle tendance, vraiment, c'est Instagram. Oui. C'est-à-dire que tous les autres sont déjà un peu dépassés. Est-ce qu'il n'y a pas une espèce de mode Non, permanent? alors, attention. Non, alors c'est pas dépassé. Attention, il y en a qui sont vieillissants. Par exemple, Facebook, on sait que la moyenne d'âge est de 45 ans, que celle qui, le segment qui augmente le plus, c'est la femme de 55 à 65 ans. C'est bientôt les grands-mères. Donc voilà. Ils veulent Facebook, parler avec leurs petits-enfants, d'ailleurs, généralement. En fait, c'est souvent pour ça, non? Et Facebook, exactement, ça marche très bien dans les EHPAD. Les petits-enfants ont un compte justement pour interagir avec la grand-mère, mais eux, ils sont sur Snapchat, TikTok, Instagram, ils sont ailleurs. Ouais. Et donc, en fait, il faut comprendre qu'il ne faut jamais miser ses œufs dans le même panier.
Il faut d'ailleurs toucher, c'est ça l'intérêt des réseaux sociaux, c'est de pouvoir toucher différentes cibles sur différents réseaux avec des lignes éditoriales différentes et que l'ensemble du tout fasse quelque chose de cohérent dans une stratégie éditoriale. Mais donc pour répondre à ta question, pourquoi Instagram? Parce qu'au début, lorsqu'on a créé l'Observatoire, ça veut dire en 2015-2016, on a remarqué qu'il y avait moins de 50 collectivités présentes sur ce réseau. Alors que ça a explosé partout ailleurs en Europe, qu'en Espagne, en Allemagne, c'est très fort, aux États-Unis, n'en parlons pas, au Canada, n'en parlons pas. Et on est parti de là dans l'étude vraiment détaillée des performances des collectivités sur ce réseau. Et aujourd'hui, elles sont plus de 800 référencées. Et c'est le réseau qui, en termes de bons, fait la plus grande importance. Enfin, on voit que c'est là où il y a le plus grand bond de nouvelles collectivités qui s'y déploient chaque année. Mais dans la masse des réseaux sociaux, c'est Facebook qui reste en premier. Hein, il y a plus de 3000 collectivités, près de 4000 référencées sur l'Observatoire. Donc, ça reste vraiment le vaisseau amiral. Ensuite, il y a encore Twitter, il y a encore YouTube et arrive derrière Instagram en termes quantiques. Ouais, on voit que c'est quand même assez complexe et surtout très, très évolutif. Alors, pour refaire ça presque à l'envers, la question qui viendrait tout de suite, imagine que bon, toi, tu as un élu ou une collectivité, on va dire une collectivité qui vient te voir et qui te dit bah, j'aimerais débuter, j'aimerais me lancer, j'aimerais exister sur les réseaux. D'abord, est-ce que c'est une nécessité, mais tu as en partie répondu, d'exister sur les réseaux? La vraie question, c'est peut-être pourquoi faire, en fait. C'est peut-être la première question que tu leur poses. Et après, est-ce qu'il y a une sorte de, tu sais, de mode d'emploi ou de checklist de base, des choses qu'il faut vraiment faire si on commence à vouloir exister sur les réseaux sociaux? Oui, alors ce qui est vraiment important, alors est-ce qu'il faut y aller? J'ai envie de dire, il faut y aller si on est préparé et capable d'y aller. Voilà, ça ne sert à rien d'y aller, c'est même dangereux d'y aller, tête baissée, sans se préparer, sans avoir une stratégie. Je vais employer un grand mot, mais c'est souvent ce qui a manqué finalement dans le déploiement des collectivités sur les réseaux sociaux. Et c'est aussi un peu mon métier. Il est jamais trop tard pour la faire, pour l'écrire et pour la formaliser, cette stratégie. Mais on n'aurait jamais imaginé lancer un magazine municipal sans faire un chemin de fer. On n'aurait jamais lancé un logo sans faire à minima une charte graphique et nous dire s'il est en rouge ou en bleu. Et bien avec les réseaux sociaux, il y a une sorte d'improvisation, de tout le monde fait n'importe quoi. Alors au début, attention, c'était ce qu'on confiait aux stagiaires, parce qu'on y accordait une importance proche de zéro. Vu l'importance sociétale, compris les réseaux sociaux, les collectivités ont commencé à comprendre, mais elles n'ont pas encore intégré ça dans un processus normal. Et puis surtout, quelle interaction on fait entre ce support et les autres, comment on s'organise pour traiter l'information, qu'est-ce que ça implique pour que ce ne soit pas un community manager dans son coin qui parle, mais que ça reflète bien tous les besoins des services en interne. Donc, si vous voulez, il y a à un moment donné l'importance de la mise en œuvre de la mécanique derrière. La partie immergée de l'iceberg est beaucoup plus importante que ce qu'on va voir finalement du réseau social. Et je dirais à cette collectivité, allez-y avec une stratégie adaptée à vos moyens, quitte à prévoir ensuite d'autres moyens pour aller plus loin. Ce n'est pas la peine d'aller partout, ni de se déployer sur TikTok si vous ne comprenez rien à ce réseau, si vous n'êtes pas formé et si surtout vous n'avez pas d'objectif à atteindre. Je termine juste ça sur la stratégie. Ce qui est formidable avec les réseaux sociaux, c'est qu'on va pouvoir savoir précisément qui a vu quoi, qui a aimé quoi, combien de personnes ont vu telle info. Quand vous lancez un journal, et j'ai été un ancien DIRCOM de ce temps-là, on mettait le journal dans les boîtes aux lettres, on ne se préoccupait pas de retour parce qu'il n'y en avait pas. Et on ne savait pas, en fait, et j'étais incapable de dire qui avait vraiment lu l'article page 32. Quand j'ai mis les affiches en ville, qui a vraiment vu la campagne. Avec les réseaux sociaux, on va avoir tout un tas d'indicateurs qui sont très puissants et qu'il va falloir savoir interpréter pour dire voilà ce que j'arrive à faire grâce aux réseaux sociaux, donc amener du sens. Donc c'est véritablement un outil, une mécanique qui se précise et qui devient un métier de technicien. Et il faut faire appel à des techniciens. C'est plus le truc qu'on peut confier aux jeunes qui débarquent parce qu'il a tu as un profil Facebook, tu vas animer la page. Ouais. C'est pas vrai. Ça s'improvise plus, c'est devenu un vrai métier, etc. Et c'est sans doute d'ailleurs ce dont on reparlera, puisque on va avoir la chance que tu nous fasses une petite rubrique tout à l'heure dans le tuto du pro, hein, qui est cette fameuse émission où on demande à un expert une réponse précise sur un sujet précis. Peut-être un dernier mot, parce que face à cette évolution ou au débat de société qui se pose un peu, on voit aussi dans l'actualité, et je sais que ça fait peur à beaucoup d'élus, tu disais, les réseaux sociaux, moi ce que j'en ai retenu, c'est vraiment un art de la conversation et de l'interaction. C'est-à-dire que ce n'est pas comme de la com. Si on ne veut pas dialoguer, on ne va pas sur les réseaux sociaux. Et en même temps, on s'aperçoit que le dialogue, il est parfois compliqué, parfois haineux, parfois agressif. Enfin, on a l'impression de l'extérieur, mais je ne sais pas comment toi tu le vis, qu'il y a de plus en plus de choses qui se déversent sur ces réseaux
et qu'il y a des tas d'élus du coup, qui ne savent pas forcément comment faire, qui ne savent plus comment le gérer, qui ne savent pas trouver peut-être le ton juste. Comment on fait face à cette évolution qui est un peu inquiétante quand même, me semble-t-il, vis-à-vis de ce qu'était au départ un bel outil du dialogue qui se transforme en des tas de choses étranges? Oui, alors le vrai problème de ces réseaux sociaux, c'est qu'effectivement, on a de temps en temps ce qu'on appelle des trolls, des personnes qui arrivent aussi de manière anonyme et qui, depuis leur canapé, se sont poussés des ailes et ont des propos qu'ils n'oseraient jamais tenir en réunion publique, par exemple. Mais sinon, j'ai envie de dire, c'est comme une agora où à un moment donné, si on laisse tout le monde parler dans une cacophonie complète, sans imposer des règles du jeu, y compris des règles de débat, ça part dans tous les sens. Et quand ça se passe chez vous, le débat, eh ben vous, au moins, vous le maîtrisez. C'est-à-dire que quand ça se passe sur votre compte, vous avez toutes les options de modération pour, j'en sais rien, bannir un utilisateur dès qu'il sort justement d'un cadre légal, ne serait-ce que de l'expression. Voilà, les propos racistes, sexistes, les insultes, la diffamation, tout ça n'a pas lieu d'être, mais vous n'aurez les possibilités de modérer, chers élus, que si ça se passe chez vous. Si vous êtes alpagué sur une page lambda ou si on parle de vous sur un autre compte, là, vous n'aurez aucun moyen de modérer. Donc, en fait, il faut y être avec la connaissance, là encore, ça veut dire qu'il faut se former à cet usage et puis imposer des règles de débat. Et en fait, c'est aussi, souvent, il y a une phrase qui dit on a la communauté qu'on mérite et on a les followers qu'on mérite aussi sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que si vous faites les choses bien dans ce sens-là, il n'y a pas de raison que ça dérape. Et quand ça dérape, il faut prendre les mesures qu'il faut. Ça veut dire, si c'est alors, il faut distinguer bien évidemment la critique qui est constructive. Et on est dans un pays de débat. On est en France, on n'est souvent pas content. Et il y a eu le confinement, ça a énervé tout le monde. Bon, prenons en place tout ce contexte, parce que c'est vrai que le confinement et les politiques comme les collectivités m'ont tous fait ce retour, ça a un peu exacerbé un peu les gens. Bon, mais voilà, prenons tout ça en compte pour dire, bon, prenons un peu de recul aussi, admettons cette forme de critique, voire de débat qui dérape, et recadrons. Quand on voit que le débat est bien cadré, finalement, c'est comme dans une salle où tout le monde attend son tour pour parler, plutôt que cette agora cacophonique où tout le monde parle en même temps et s'engueule. Évidemment, certains réseaux sont plus propices aux trolls que d'autres. Instagram, par exemple, on l'appelle dans le métier le monde des bisounours. Et sur Twitter, où il y a beaucoup d'anonymat, c'est évidemment beaucoup là que les trolls se lâchent. Il n'y a qu'à aller voir le compte d'Emmanuel Macron, chacun de ses commentaires, il y a peut-être 10 insultes pour un commentaire positif, ce qui ne reflète pas forcément non plus la vérité. D'accord. Bon, écoute, c'est assez clair. On voit que c'est quand même compliqué. Une dernière question, peut-être de prospective, puisque on est aussi, et c'est un peu ce qu'on souhaite faire au niveau de l'immédiat politique. Tu sais que la ligne éditoriale, c'est vraiment de se dire on refait du positif, on fait rimer politique à la fois avec pédagogie, proximité et pratique pour valoriser les élus. Hein. Moi, cet espace, il est aussi fait pour former, informer et inspirer des nouvelles générations d'élus, parce qu'on en a besoin. Est-ce que tu dirais que, j'ai compris que c'était incontournable, mais est-ce que ces outils formidables, est-ce que cette fameuse révolution digitale et numérique, on peut vraiment la mettre, ou elle est utile, je vais dire, pour faire revivre notre démocratie, ou ça peut être vraiment un nouveau levier pour plus de démocratie, plus de transparence, plus de participation? Est-ce que tu as l'impression que ça peut nous aider, malgré tous les effets un peu pervers qui existent? Finalement, on est en 2020 et je me souviens, alors je ne pourrais pas la redonner peut-être de mémoire exactement, d'une phrase de Rodolphe Pess, qui était ancien maire de Valence, de 77 à 95, et qui disait que justement, la politique nécessite aujourd'hui de donner aux citoyens les moyens d'interagir, de pouvoir contester une décision et donc d'inventer une nouvelle forme de communication. C'était un peu un visionnaire de ce que permettraient aujourd'hui les outils du web. Alors, on ne va pas se mentir, entre l'utopie du web des débuts, on imaginait qu'on allait refaire de l'e-démocratie, et la réalité de ce que c'est devenu, on a vu que finalement, c'est des outils où finalement la majorité des gens les utilisent pour se prendre en photo avec la bouche en cul de poule et faire de l'ego exacerbé. Il y a une voilà. Après, est-ce que l'agora grecque ne s'est pas faite avec une partie des citoyens? C'est la vraie question. Il y en aura toujours qui seront motivés, en tout cas, dès lors que ces outils existent pour jouer le jeu. Et on a aujourd'hui une maturité des outils qui ne coûtent plus cher, qui ont des coûts qui sont vraiment anodins pour mettre en place de l'e-démocratie sur un territoire, pour avoir un feedback continu, pour pouvoir évaluer les politiques publiques, pour pouvoir même faire une sorte de fact-checking des actions des élus. Donc, si ce n'est pas l'élu qui le fait, ça peut être aussi l'opposant qui va utiliser ces outils pour fédérer autour de lui les gens sur un territoire. Faites-le.
parce que, voilà, les outils existent et on ne comprendrait pas que vous ne le fassiez pas. Et bien sûr que moi, je suis positif et beaucoup de territoires, malgré tout ça, et malgré ce magma, et malgré effectivement ce dont on parle, évidemment, sont très contents d'avoir mis les choses en place. Et lorsqu'on le met bien en place avec la stratégie, la formation des équipes et l'organisation adaptée, vous n'avez qu'à interroger et les élus et les communicants, ils vous diront tous que c'est tout bénef pour eux. C'est tout bénef parce qu'ils ont un retour de la population, une certaine proximité avec les gens que ne permettraient pas forcément des réunions physiques qui ramènent toujours le même public et ne ratissent pas aussi large dans la population. Un Voilà, donc message, évidemment, mettre en place ces outils. un message d'espoir alors, hein. Bon, en tout cas, Essayez, toujours. un grand merci à toi, Franck, pour ce moment à la fois Ah, merci. d'analyse, de décryptage, pour ce format un peu expérimental, c'est du lab où justement on va essayer à la fois de creuser, d'avoir des opinions un peu plus libres, d'avoir des experts. Et c'était sympa de t'avoir en direct de chez toi dans le sud où je te salue. Et je te dis à très vite parce que je sais qu'on va te retrouver très prochainement dans un tuto du pro où je crois que tu nous raconteras comment être sûr de rater ou de ne pas rater sa stratégie digitale, c'est ça? Ouais, je vais vous donner des exemples pour la rater, votre transformation numérique. Et là, je vais parler aux élus de manière un peu globale parce que c'est un gros sujet, hein, la transformation numérique d'une collectivité. Je vais vous donner des clés pour le rater. Et puis, évidemment, en prenant le conseil à l'envers, vous pourrez voir comment Comment on l'a le réussi? réussir. Et en tout cas, bon lancement immédiat parce que le positionnement, en tout cas, je pense qu'on avait besoin d'un média comme ça aujourd'hui et le positionnement est bon. Et je pense que ça répond aussi à un besoin des élus de pouvoir se former en permanence et d'avoir des contenus de qualité. Il y a beaucoup de contenus sur le web, mais ceux de qualité, on les compte parfois sur les doigts de la main. Eh ben, merci beaucoup pour ces mots amicaux et de soutien. Je sais qu'on se retrouvera très régulièrement et en tout cas, à chaque fois qu'on aura des enjeux sur les réseaux sociaux, je te ferai un coucou et je te demanderai ton avis. Je te souhaite une belle fin de journée et je te dis à très bientôt pour le tuto du pro. Merci.